Bonjour, départemental 2021. Aujourd'hui, je suis avec Madame Joëlle Taillefer. Bonjour. Bonjour. Et je suis avec Monsieur Éric Toulouse. Bonjour. Alors, vous représentez la liste Les Landes Vertes. Oui. Avec un nom comme ça, vous êtes Écologie, Europe Écologie, Société Civile, et aussi sur votre liste, vous avez Génération Écologie. Oui. Alors, ma première question avant de vous présenter, elle va être toute simple. C'est pour vous, derrière le mot écologie, qu'est-ce que vous entendez par ce mot-là ? Alors moi je dirais l'écologie ça me fait penser à un écosystème parce qu'en fait quand on est écolo on s'inspire de la nature et en fait la beauté d'un écosystème c'est qu'il fonctionne parfaitement, c'est-à-dire que chaque acteur a son rôle et idéalement il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de rebut, il n'y a pas de problème. Donc en fait pour moi l'écologie c'est de trouver sur un territoire et c'est ça l'idéal en fait d'un département, enfin des départementales, ça nous permet de nous replacer vraiment sur un petit territoire où là on peut concrètement essayer de voir en sorte que tout le monde essaie de travailler ensemble parce que je pense qu'on a tous intérêt à garder un paysage beau qui soit avec des pollutions limitées et où chacun peut garder son emploi, y rester et voilà, c'est pour moi ça, l'écologie. Et pour vous ? Eh bien pour moi l'écologie c'est un peu la même chose mais pour moi ça s'est également posé sur le plan relationnel. C'est-à-dire que l'écologie des relations est très importante pour arriver ensemble à construire un vivre ensemble qui donne envie. Et comme on a envie d'essaimer ailleurs que dans notre canton, on ne va pas se cantonner à cela, on a envie de donner envie à d'autres de faire les expérimentations que nous tenterons dès le 27. Et bien voilà, pour moi c'est l'écologie relationnelle qui est importante. On peut dire quand même que le mot écologie, c'est pour ça que j'y viens dessus, c'est qu'il a quand même beaucoup évolué, puisqu'avant on était sur l'écologie au départ, c'est écologie, c'est la nature, et puis la nature. Là on voit, c'est que tout le monde vive ensemble, c'est qu'on regarde le problème d'une manière globale. C'est un peu ce qui vous motive aussi à vous présenter, puisque c'est la première fois que vous vous présentez à des élections landaises, oui. Au niveau du département. C'est un peu ça aussi qui vous motive pour bien faire comprendre aux gens que l'écologie, c'est pas uniquement chacun chez soi dans son jardin. Oui, c'est... Moi je viens d'une région qui est la Côte d'Azur, que j'ai vu se déliter au fil des décennies. Et j'ai choisi de venir vivre dans les Landes parce que j'aime ce département, je l'aime vraiment pour sa nature, pour son art de vivre. Et ce qui me chagrine depuis quelques années, c'est de voir cet afflux de personnes qui arrivent, qui veulent vivre ici, mais qui de ce fait génèrent une transformation de ce territoire. Et ça me fait très peur parce que je me dis, où va-t-on ? Comment est-ce qu'on va être capable de vivre cela correctement? Comment est-ce qu'on va être capable de partager ce territoire magnifique sans faire de dégâts? Et donc j'ai voulu m'engager politiquement parce que pour moi, tout ce qu'on peut faire au niveau citoyen est formidable, mais si les lois ne nous accompagnent pas, on est un petit peu brimé quand même. Donc toucher aux lois, c'est important aussi. Pour vous, c'est un peu la même motivation, il faut qu'on prenne son avenir en main et la première des choses, c'est de participer à l'élaboration des lois qui vont permettre de... Ben, c'est aussi parce que je trouve que depuis quand même maintenant 10 ans, tout le monde récupère le terme d'écologie. Enfin, comme vous dites, il y a plusieurs définitions, etc. Donc je pense que si on est tous à peu près dans ce cadre, on va dire, de penser, de se dire que être écologique, c'est faire attention aux ressources, c'est faire attention effectivement aux gens qui sont sur notre territoire, c'est faire attention à l'ensemble du vivant. Et en fait, il faut qu'on apprenne qu'on fasse partie du vivant. C'est effectivement le moment ou jamais de... là, on voit avec le retour des circuits courts, de la consommation nationale. Le fait que le bio, la place du bio aujourd'hui n'est plus la place du bio il y a 10 ans. Qu'on voit même que des gens qui vont dans des grandes surfaces de bio ne se contentent plus de ça, veulent aller avoir du petit producteur, etc. Enfin, moi, je ne vois pas pourquoi cette écologie-là ne pourrait pas marcher avec l'économie, elle ne pourrait pas marcher avec le vivre ensemble. On voit alors... On va faire vite des présentations parce que là on est déjà rentré dans le thème dans le débat. Vous êtes tous les deux très impliqués au niveau d'associations écologiques. On peut dire ça, oui. À différents niveaux. Alors je ne vais pas faire toute la définition, mais au fur et à mesure du discours, je signalerai quelques associations dans lesquelles vous êtes pour expliquer ce que vous faites. Parce que et à côté de ça, vous avez comme un métier... Alors moi je suis maître d'œuvre en fait, et voilà. Spécialisé vraiment dans les bâtiments écologiques et en autonomie énergétique. Voilà, on va retrouver dans votre programme justement le fait que votre métier vous amène, on peut même démarrer tout de suite et après comme ça on verra d'autres thèmes. Dans l'habitat, pour vous, le logement, il faut le travailler différemment. Ouais.
C'est une très bonne école en fait. L'avantage du bâtiment, c'est presque c'est un laboratoire sur notre société en minuscule, puisqu'il y a des flux entrants. Alors comme dans un pays, il y a des flux entrants, il y a des flux sortants. Les flux entrants, c'est généralement l'énergie, l'eau. Les flux sortants, ça va être nos déchets et nos transports, évidemment. Et ensuite, c'est de voir qu'une maison bien conçue, et souvent, moi je fais de la rénovation parce que je trouve que les vieilles bâtisses, déjà, elles respectent pour le coup l'architectural local. Ça évite de faire des choses qui seraient des erreurs. Mais en plus, elles ont des vertus, en fait, ces maisons-là. Elles savaient, enfin, on savait construire, on avait des connaissances avant, qu'on a voulu oublier après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui sont là. Donc en fait, avec un minimum d'action, finalement, une maison déjà, elle peut s'en sortir à peu près toute seule. Et c'est quand on parle de sobriété, ça revient souvent au niveau écologique, ben, la maison, ça peut être un lieu de sobriété et ça peut être vraiment pour moi un laboratoire d'expérimentation, mais pas seulement, de réalisation d'un idéal en fait. Et on comprend même aussi que c'est pas parce que on va, comme vous dites, elle va être autonome, qu'elle va pas être jolie, qu'elle va pas être grande. Ça n'empêche rien. On peut respecter des règles tout en gardant la qualité de vie. Mais je crois que le problème, c'est qu'on a voulu faire rentrer tout le monde dans un seul modèle en fait. Il y a que comme ça qu'on fait de l'agriculture, il y a que comme ça qu'on vit, il y a que comme ça qu'il peut y avoir une relation entre les hommes et les femmes, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'il vaut mieux partir de ce qui fait la différence. Enfin, c'est ça qui est beau dans la vie, c'est ça qui est beau dans le vivant, c'est ça qui est beau dans les maisons qu'on a ici, c'est qu'il y en a une qui va faire effectivement peut-être 200 mètres carrés, il y en a une autre qui va en faire que 50, il y en a une qui va être entourée de la forêt, il y en a une autre qui va être en sommet de dune, chacune ayant ses spécificités. On ne peut pas appliquer la même formule à tout le monde. Et pour moi, au niveau de la société, c'est à peu près la même chose. On ne peut pas avoir cette espèce de généralisme. Alors, en parlant, on va rester dans l'habitat parce que je sais que ça vous tient à cœur. C'est qu'aujourd'hui, un des problèmes de nos landes et surtout des landes du littoral, c'est qu'il y a beaucoup de maisons. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Oui. Mais par contre, elles sont secondaires. Et ça, vous trouvez qu'il faut qu'on trouve des solutions pour ça? Oui. Mais ne serait-ce que parce que nous accueillons des dizaines de milliers de touristes chaque année et qu'il faut bien avoir la capacité à les accueillir correctement. Il faut donc qu'il y a des personnes qui nous rejoignent pour travailler pendant la saison et elles ne savent pas se loger. Parce que soit ces résidences secondaires sont occupées par les copropriétaires le moment venu, pendant l'été, ils viennent en vacances, soit elles sont louées pour les vacances. Et en fait, les gens qui travaillent sur ce territoire, essentiellement l'été mais également l'hiver, ont beaucoup de mal à se loger, beaucoup de mal. Ou en tout cas, les prix ayant beaucoup monté depuis quelques années, 3-4 ans, les prix montent énormément, donc les loyers suivent, et donc c'est souvent pas très compatible avec la capacité de revenus qu'ils peuvent espérer retirer de leur activité. Donc là, il y a un vrai travail de fond, et demain, si vous êtes élu, ça c'est un des problèmes majeurs pour vous. Oui. Un des deuxièmes problèmes majeurs que vous m'aviez cité, ça a l'air aujourd'hui surprenant, c'est l'eau. Pour vous, l'eau, aujourd'hui, demain, ça va devenir un vrai débat de société. Ben, ça l'est déjà. Quand on parle de réchauffement climatique, on sait que l'océan avait une capacité jusque-là encore d'absorber le CO2 comme la forêt en fait, de nous rejeter l'oxygène mais de garder le carbone pour lui. On voit qu'aujourd'hui c'est un système qui arrive à saturation. Il n'arrive plus à traiter de manière comme il fallait. Donc ça veut dire que s'il faut qu'on réfléchisse à nos transports, à la durée de nos transports, ça veut dire aux émissions aussi encore des bâtiments. Mais l'eau c'est aussi bien sûr nos rivières. Donc on voit qu'effectivement quand on est dans un bassin versant, on récolte tout ce qui se déverse, donc ça peut être les polluants divers et variés, ça peut être les déchetteries qui ont été abandonnées, un peu oubliées en bord de rivière, enfin voilà, il y a tout une fois de plus, encore un écosystème. Il y a à côté des rivières, il y a tout ce qui s'appelle zone humide. Et on sait aujourd'hui que les zones humides, c'est une ressource en biodiversité qui est hyper importante, mais vraiment, pour le bien-être, le bon fonctionnement d'un territoire, en fait. Donc, il y a effectivement les pollutions des eaux, il y a les pollutions plastiques. Alors ça, c'est compliqué parce qu'effectivement, on est un peu dépendant de déjà ce qui a été produit avant et qui est encore stocké dans de nombreux... aux distances de nos côtes. Mais il y a effectivement le problème aujourd'hui qu'on a tendance à utiliser l'eau potable un peu trop facilement, en fait. Oui, donc la quantité, c'est un premier élément, parce qu'on voit bien qu'il va falloir gérer la quantité, tout le monde en veut, il y a de plus en plus de gens. Il y a de moins en moins d'eau. Et il y a de moins en moins d'eau. Les nappes phréatiques ne se renouvellent pas aussi bien qu'avant, en fait. Et un autre
notre évolution auquel on ne fait pas assez attention, parce que tout le monde parle de ce problème de quantité, mais c'est aussi la qualité, parce que comme vous disiez, vous parliez de déchetterie, vous parliez d'agriculture, et là on arrive sans s'en rendre compte que la qualité de l'eau baisse énormément. Énormément. Nous, on a eu l'occasion, il y a à peine une petite semaine, nous avons reçu la visite d'un député européen qui s'occupe particulièrement de l'eau et de l'agriculture. Ils nous ont amenés sur un site à Orist où il y a le captage de l'eau. Et là, il y a effectivement des productions agricoles intensives qui utilisent beaucoup de pesticides, et les analyses qui ont été faites par les laboratoires indépendants démontrent qu'il y a 14 fois les doses autorisées de pesticides dans l'eau qui est captée et qui arrive dans nos robinets. Donc c'est quand même extrêmement, c'est un point grave parce que c'est un problème qui nous amène à la santé publique, et il faut absolument qu'on arrive à faire. La ville de Munich l'a fait en Allemagne. Ils ont ils ont mis en agriculture biologique tous les versants qui captaient l'eau de pluie pour avoir une eau propre à l'arrivée dans les nappes phréatiques, et ça a permis de diminuer considérablement même le coût du nettoyage de l'eau, je veux dire, de ça. C'est extrêmement important parce que ça nous coûte de plus en plus cher. Quand vous voulez dépolluer une eau qui est très polluée, eh bien le coût n'arrête pas d'augmenter, et ça influe également sur le budget des gens, sans compter la santé, leur santé qui est tout à fait impactée. Quelque part, il faut reprendre l'agriculture dans le terme général et les mettre tous autour d'une table pour qu'ils puissent discuter et trouver des solutions. Absolument. Bah nous, en fait, ce qu'on aime dire, c'est qu'on ne veut pas se débarrasser des agriculteurs, parce qu'en fait, il y a une espèce de tension. Non, mais il y a toujours une tension, on se dit, entre voilà, les écolos. Alors maintenant, il y a certains agriculteurs qui se revendiquent écologistes, voilà. Mais c'est juste qu'en fait, il faut accepter qu'il y a des activités qui ne pourront plus être faites. C'est tout. Enfin, alors c'est pas aujourd'hui peut-être, c'est à la hauteur de 5 ans, mais je veux dire, c'est ça la politique. C'est pas d'essayer de faire plaisir à un petit groupe pendant un temps, en sachant très bien que ce petit groupe de toute façon va se retrouver bloqué dans 5 ans. Puisque l'eau aujourd'hui, on dit que c'est de la faute de la Cepenso ou autre, parce qu'il n'y a plus d'eau, c'est pas la faute de la Cepenso. C'est des porteurs d'alerte en fait, c'est tout. C'est pas de leur faute à eux. S'ils constatent qu'il y a une baisse dans les quantités, qu'il y a une chute dans la qualité, et une fois de plus, c'est pas incohérent de se dire, sur un territoire où tout le monde vit et où tout le monde profite de l'eau, d'avoir une exigence en termes de qualité d'eau. Surtout que, je rejoins ce que disait Joël, en termes économiques, parce qu'on dit toujours l'écologie, vous êtes sortis du truc. Effectivement, là aujourd'hui, on aide, on subventionne des activités qui sont polluantes, et ensuite, alors donc c'est de l'argent qui est dépensé pour ça, et ensuite il faut qu'on redépense de l'argent pour dépolluer, indemniser, parce qu'en plus ça nous coûte en termes de cancer et autres de l'argent. Donc c'est ça, quand je disais tout à l'heure, une espèce d'écosystème cohérent, c'est de se rendre compte que ça sert à rien de mettre de l'argent pour remettre de l'argent et pour remettre de l'argent. C'est mettons de l'argent là où il faut. Là, quand on parlait des zones de captage, il y a 30 exploitations, c'est pas énorme, 30 exploitations au niveau des Landes, qui devraient juste faire une transition pour se dire au moins déjà, à l'endroit des captations de l'eau potable, eh ben, l'eau sera propre, elle sera consommable. Donc à partir de là, on réduit les dépenses. Alors on va parler économie, parce que là, quelque part, on revient dans la mécanique économique, on est en plein dedans, l'air de rien. Alors déjà, un des thèmes que vous avez, c'est l'économie locale, la monnaie locale. Expliquez, qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que c'est la monnaie locale et à quoi ça servirait? Oui, alors une monnaie locale, c'est une monnaie qui ne remplace pas l'euro, mais qui existe à côté, et qui en flèche permet de flécher les achats. Et également de valoriser les entreprises ou les commerçants qui acceptent justement d'entrer dans une démarche de transition écologique, donc de transformer leurs pratiques pour qu'elles soient plus vertueuses, plus éthiques, et donc qu'elles permettent à la population de vivre dans de meilleures conditions. Ces entreprises-là, ces commerces-là, sont ceux qui peuvent proposer une monnaie locale, parce qu'il y a une charte. Quand vous créez une monnaie locale, il y a une charte que les commerçants doivent signer, et les consommateurs également. Et l'intérêt d'une monnaie locale, c'est précisément de flécher les achats sur des productions locales et sur des gens qui se sont engagés à mieux vivre et à mieux faire vivre leur territoire. Alors, je vais profiter parce que c'est un sujet que vous maîtrisez parfaitement bien, puisque vous êtes conférencière. Avant, vous étiez consultante en entreprise, oui, dans les projets d'entreprise et l'évolution des entreprises. Vous êtes conférencière et c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, puisque l'alternative, et vous avez une question choc, si on peut dire, qui est très intéressante. Elle m'a beaucoup fait sourire quand vous l'avez dite, parce que c'est tellement évident, mais personne ne va en parler. Votre question en conférence, c'est: la croissance est-elle la solution ? La croissance économique est-elle la solution ou le problème? C'est vrai que quand on réfléchit, quand on entend différents
regards, différents candidats. C'est vraiment une question qu'on peut se poser, puisqu'il y en a qui disent il faut développer, il y en a d'autres qui disent il faut maîtriser. Pour vous, qu'est-ce que vous entendez quand vous posez cette question? Vous avez la réponse ou il n'y a pas de réponse? Oui, il y a une réponse qui est une prise de conscience collective indispensable à amener. C'est le sens de mon engagement politique, c'est de permettre, lorsqu'on sera élu, d'amener les citoyens à réfléchir avec nous à ce type de problématique. Faire de la croissance pour la croissance, ça n'a aucun intérêt. Quand on a compris qu'une personne à qui on demande d'aller travailler, quel que soit l'endroit où elle travaille, va forcément produire de la pollution, elle va forcément polluer l'air, elle va forcément consommer des choses, eh bien, à un moment donné, j'ai oublié de vous en parler, mais se pose la question du revenu universel, c'est-à-dire il faut absolument qu'on ramène nos activités économiques à ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins de la population. Et pas pour avoir des sortes de rêves absolument pharaoniques sur « je vais être le roi du monde en produisant du maïs », etc. Quel intérêt si les gens qui sont à côté de vous n'arrivent pas à manger, ou se nourrissent mal, ou n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc le social, l'écologie et l'économie, ça marche ensemble. On revient au cercle vertueux que vous expliquiez en début dans l'écologie. Chaque impact, chaque thème a une conséquence sur un autre thème. Et la croissance économique crée de la pollution. Or, on est dans une situation où on est devant un mur. C'est un mur. Il y a eu les accords de Paris en 2015, mais je disais ça il n'y a pas très longtemps. Il y a eu une évaluation qui a été faite par l'ONU, par 1300 scientifiques et 95 pays. C'était en l'an 2000. Donc il y a déjà 20 ans. Et à ce moment-là, ils nous ont dit que 90% en fait du vivant dans les océans avait déjà disparu. 75% des végétaux consommables avaient disparu il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est pire. On n'a pas avancé du tout là-dessus, ou tellement peu, ou à la marge sur des projets extrêmement ponctuels. Et globalement, il n'y a jamais eu cette réflexion de base qui est de dire on veut faire de la croissance pour gagner de l'argent, mais est-ce que l'argent se mange? Non. Peut-être qu'un jour, on se posera la question de savoir si on préfère manger ou gagner de l'argent. Finalement, si je résume un peu ce que vous venez de dire, c'est toute une éducation à faire, et ça, pour vous, c'est un travail. Un appel à la conscience collective et une éducation de chacun, parce que beaucoup de personnes aimeraient bien faire. Il y en a beaucoup qui aimeraient faire, mais ils ne savent pas par quel bout prendre le problème, ils ne savent pas comment s'engager, dans quoi, en priorité, et comment pouvoir être acteur d'une société résiliente au niveau énergétique et au niveau de leur santé. Et on se propose de faire ce dialogue avec eux. Vous trouvez donc, un peu pour résumer, qu'il y a un manque de débat au niveau de la société aujourd'hui? Alors, il y a peut-être un manque de débat, mais par contre, moi, je mets quand même vraiment un accent sur le génie, en fait, de la civilisation, enfin, des individus, parce qu'il y a plein d'initiatives, que ce soit dans l'agriculture. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que il fallait peut-être sortir de l'idéalisme de l'écologie, c'est-à-dire de la mettre en pratique. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de partir de son idée, de voir, bon, concrètement, là, sur mon territoire, aujourd'hui, avec mes propres moyens et mes connaissances, parce que ça peut être l'agriculteur, ça peut être le charpentier, ça peut être n'importe qui, peut réfléchir à une autre façon de travailler. Et en plus de gagner de l'argent, parce que là, on ne demande pas aux gens de se saigner aux quatre... Enfin voilà, pour ne pas vivre et juste vivre de leur passion. Aujourd'hui, il y a plein d'exemples qui montrent qu'en faisant des produits du maraîchage bio, on peut vivre, en faisant des produits locaux de qualité, on peut vivre. Enfin, il y a vraiment des possibilités. Donc, une fois de plus, c'est de mettre en avant déjà ces superbes initiatives. Je vais poser une question un peu bête, mais comment concrètement vous voulez pouvoir discuter avec le citoyen? Si demain vous êtes élu, comment vous allez faire pour discuter, expliquer, poser des questions aux citoyens? Moi, j'ai pris un engagement, je le prends là devant vous, étant élu, de créer les conditions d'un débat citoyen au moins une fois par mois sur le territoire pour savoir ce qui s'y passe, quels sont les projets qu'ont certaines communes ou autres, et de savoir ce que les citoyens en pensent et comment ils peuvent participer à ces projets ou s'y opposer s'il leur semble que ça peut leur être nuisible en quelque chose, mais au moins qu'on puisse entendre leur voix et qu'on puisse réfléchir avec eux. Dans les thématiques, vous me parliez des thématiques de conférences, souvent j'aborde celle de la prise de décision au consensus, qui semble toujours quelque chose d'infaisable.
Et absolument pas. Prendre une décision au consensus, c'est toujours possible et c'est beaucoup plus bénéfique que de le faire à la majorité, tout simplement parce qu'une fois que tout le monde s'est mis d'accord sur un projet, tout le monde s'y engage et tout le monde est motivé pour le faire réussir. Alors je vais vous poser une question bête. Oui. C'est quoi la décision au consensus? Parce que moi je connaissais la décision à la majorité, mais alors vous m'expliquez qu'il y a une autre méthode. Oui, bien Quelle sûr. est-elle? C'est d'arriver à mettre tout le monde d'accord sur un projet, qu'il soit définitif ou expérimental d'ailleurs. Ce qui est très intéressant, c'est de penser l'expérimentation. Quand on fait de la prise de décision au consensus, les gens me disent « mais comment pouvez-vous mettre tout le monde d'accord ?» Eh bien, c'est une chose très simple. C'est d'accepter humblement que tant qu'on n'a pas véritablement fait le tour de la question, c'est pour cela qu'on n'arrive pas à prendre une décision ensemble. Quand on a fait véritablement le tour de la question, des enjeux pour les uns, pour les autres, des choses qu'ils ont besoin qu'on les aide à transformer, dans quel délai, avec qui, comment, tant qu'on n'a pas répondu à cela, eh bien on ne peut pas avoir une décision commune suffisamment passionnante pour que tout le monde s'y implique et fasse réussir le territoire. Et c'est cela que je voudrais proposer de faire. Une fois par mois, je m'y engage. Alors, on va aller vite parce qu'on est déjà à la fin de cette interview. Je vais juste, le dernier sujet que vous avez souhaité aborder, c'était les transports. Donc, en quelques mots, bon, transport doux, bien entendu, mais pas n'importe quoi, justement. Comment vous voyez les transports doux, rapidement? Là, on voit clairement, ça touche à plein de choses le problème du transport, donc ça va être compliqué de faire court. Mais en gros, on voit bien qu'il y a aujourd'hui la notion de mettre des gens assez loin de leur lieu de travail pour que tous prennent leur voiture entre 7h et 9h du matin et se retrouvent tous aux entrées des grandes villes qu'on connaît. Donc ça, aujourd'hui, on a vu qu'avec le télétravail, ça pouvait être inversé, donc c'est qu'une piste. Hein. Mais le but aussi, c'est aussi de relocaliser pour de vrai l'économie. C'est-à-dire, est-ce qu'une entreprise a vraiment intérêt à avoir ses bureaux uniquement à Bayonne, Anglette, etc. Ou est-ce qu'elle peut se satisfaire d'être à Saint-Jean-de-Marsac, à Orx, pourquoi pas? Je veux dire, il peut y avoir des logements moins... Enfin, c'est des bureaux qui sont moins chers. Si on a un bassin d'emploi qui est à proximité, ça peut être des axes qui sont peu fréquentés. Après, il y a effectivement le problème, alors ça, on va dire que c'est toute l'année. Effectivement, après, il y a les problèmes aussi d'accès, on va dire, hormis cet axe nord-sud, un accès est-ouest, c'est-à-dire de se rendre vers l'océan, de se rendre vers les zones côtières et d'activités où il y a les cinémas, la culture, etc. Donc on voit bien qu'il y a toute une pensée générale, c'est-à-dire que le transport tout seul, une fois de plus, il n'a pas d'intérêt. C'est en cohérence sur un territoire, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens ne soient pas amenés à utiliser leur voiture systématiquement? Alors, je vais vous poser Je peux vite, juste rajouter quelque chose, très vite. Un détail mais qui est très parlant. Il n'y a pas de bus le dimanche qui circule entre Bayonne et Dax. Il n'y a pas de bus. Donc tout le monde est chez soi le dimanche, il ne peut pas se déplacer pour aller rencontrer des amis, la famille, faire du bénévolat. Est-ce que je sais, il y a des choses à faire? Eh bien, il n'y a pas de transport actuellement proposé. Les bus ne circulent pas le dimanche. Donc ça veut dire voiture. Donc ça veut dire voiture, c'est cela. Ce sont des de... logiques qui nous amènent forcément à trop de voitures et c'est sur ces logiques que nous devons réfléchir. Embouteillage le soir en rentrant et tout ce que vous venez d'expliquer. Oui, absolument. Voilà, un exemple simple mais très efficace, si on peut dire. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Je vais vous poser la dernière question, celle que je pose à tous mes candidats qui nous font la gentillesse de venir sur ce plateau. Le 20 et le 27, il va falloir aller voter. Alors déjà, il faut aller voter. Ça, c'est la première des choses. Au pays Terrossé, vous êtes cette liste. Donc déjà, ils vont voter. Mais pourquoi voter plutôt votre liste plutôt qu'une des 6 autres? En quelques mots, qu'est-ce qui doit me motiver? Bien écoutez, moi j'ai envie de faire de notre territoire un territoire exemplaire, d'abord, et un territoire pilote. C'est-à-dire qu'il va enclencher des expérimentations dans l'esprit de ce dont nous venons de parler ensemble, et qui va impliquer les citoyens. Et ensuite, mon espoir, c'est que ces expérimentations amèneront d'autres zones plus élargies, notre département, d'autres autour, notre région et peut-être encore ailleurs en France, à d'autres expériences assez semblables, similaires, parce qu'on aura su faire la démonstration que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et je veux le faire avec les citoyens, c'est ce que je leur propose de faire. On n'a pas le choix en fait, il faut qu'on s'engage, parce que on ne peut pas juste râler toute l'année, on ne peut pas râler pendant 5 ans. Je sais que c'est pas agréable. Il y a Blanche Gardin récemment qui disait « mais moi ça m'embête déjà d'aller faire des réunions de copropriétaires. C'est pas pour qu'on me demande mon avis toutes les semaines sur une décision. » Alors ok, peut-être que tout le monde n'a pas envie de donner sa décision, son avis tout le temps, mais par contre qu'on donne l'habitude
effectivement d'un rendez-vous mensuel. Alors vous en ratez 15, mais vous en faites le 18e, et puis là ça marche. Il est temps en fait. Là c'est ça qui est fantastique, les départementales, c'est à votre hauteur, vous avez une vision sur les enjeux et sur les élus. Donc c'est maintenant que jamais de reprendre goût à la politique. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau pendant cette Merci campagne. à vous de nous avoir reçus, ouais. Je vous souhaite une bonne continuation Merci. et puis je vous dis à une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt.